on a réussi à faire quelque chose, mais je crois parce qu'on a pris un énorme risque. Ça aurait pu ne pas marcher, on aurait pu se planter. Mais je pense que ça a marché aussi à la hauteur du risque qu'on a pris. Merci Pauline pour te libérer un petit peu ton temps, de me partager un petit peu tes clés de succès pour ce podcast vidéo, ça dépend où vous l'entendez. Donc tu nous parles de Suisse et donc très rapidement, déjà comment tu es un entrepreneur dans l'âme, c'est venu comment d'entreprendre? Ah, c'est une bonne question. Écoute, je pense qu'au fond de moi, j'étais entrepreneur dans l'âme, mais j'ai mis du temps à le réaliser. Parce que moi, en fait, j'ai fait des études quand j'étais petite pour être prof, figure-toi. Donc, rien à voir. Même, tu peux pas faire plus loin. J'ai fait un 180 dans ma vie, tu vois. En fait, moi, mes parents sont entrepreneurs. Mon père était un entrepreneur dans l'immobilier et toute sa vie a travaillé énormément. Il travaillait d'ailleurs avec ma mère. Et je pense que j'ai vu ça, ça m'a donné envie. Moi, très tôt dans ma jeunesse, en fait, j'étais quelqu'un qui aimait le contact, qui aimait vendre. J'ai toujours aimé ça. J'aimais rendre service, tu vois. J'étais la petite fille qui allait chercher les voisins pour les rameuter, faire une petite fête, faire des, tu vois, leur vendre des sandwichs parce que je sentais qu'il y avait le week-end qui arrivait, qu'ils n'auraient pas le temps. Enfin, je trouvais toujours des petites astuces, des petits trucs à faire. Mais ensuite, les études ont fait que j'étais pas mauvaise à l'école et que mes profs ont commencé à me dire bah, tu devrais faire telle étude, telle étude. Et puis mes parents eux-mêmes, qui n'avaient pas fait d'études du tout, se sont dit trop bien, on en a une qui peut peut-être y arriver, donc il faut qu'elle sorte du chemin parce que quand même l'entrepreneuriat c'est sympa, mais c'est aussi galère. Et donc je pense qu'ils m'ont un peu mis ça dans la tête. C'était pas du tout mal intentionné de leur part, mais c'était, disons, tu vois, aussi une voie qui leur paraissait plus simple pour une jeune fille. Et donc ça pour te dire que j'ai fait des études littéraires. Moi, je suis rentrée à Normal Sup, figure-toi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école qui permet d'être prof, qui est plutôt prestigieuse parce que c'est difficile d'y rentrer. J'ai travaillé comme une tarée pour y aller, alors qu'en fait, je voulais même pas être prof, donc c'est quand même assez triste. Mais tu vois, c'était un peu le prestige d'avoir le bon diplôme. Et ce qui est terrible quand j'y pense, c'est qu'en fait, c'était un peu ça mon problème, tu vois. C'est que je faisais ce qu'on me disait de faire parce que c'était bien. J'avais un peu le syndrome de la bonne élève. Mais au final, je me posais pas du tout de questions sur qui j'étais vraiment. Donc quand tu me poses la question, est-ce que tu es entrepreneur? Je pense qu'au fond, je l'étais. Mais que pendant 20 ans quasiment dans ma vie, je me suis pas écoutée. Et en fait, j'ai un peu suivi les rêves des autres et j'ai fait ce qu'on me demandait de faire, tu vois. Et donc qu'est-ce qui t'a amené à coup de dire bah, tu sais quoi, je vais devenir entrepreneur plutôt que prof? Bah écoute, déjà l'absence de vocation pour l'enseignement. Donc j'avais fait ces études, mais je savais que c'était très très difficile. J'ai enseigné pendant un an, tu vois, en stage, on va dire. Et franchement, je loue les profs parce que franchement, c'est maintenant, notamment en France, des conditions de travail qui sont sincèrement assez extrêmes. Et moi, je me sentais pas du tout de faire ça. Et puis aussi, j'avais envie de beaucoup plus de liberté. Moi, la liberté, je pense comme pour toi, Max, c'est vraiment une valeur cardinale. Et du coup, l'enseignement, malheureusement, aujourd'hui, t'as un directeur qui te dit quoi faire, il y a un programme qu'il faut suivre, enfin, t'as aucune liberté en réalité. Et donc, moi, mais ça m'allait pas du tout. Donc, ça allait à l'encontre d'une de tes valeurs qui était la liberté. Ah Donc, mais totalement, totalement. Parce qu'à la rigueur, le partage, comme toi, je pense tout ça, tu vois, c'est des choses qui me plaisaient. Mais par contre, l'absence de liberté, moi, ça me minait. Mais vraiment, j'en ai été malade. J'en étais malade de me dire, mais dans 50 ans, je sais déjà où je serai, dans quelle école je serai. Tu vois, ça me rendait folle. c'était à l'encontre de ton C'est mindset. Et ça. donc, et donc tu t'es dit, il y a quelqu'un qui t'a inspiré, tu as eu un… Non, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai essayé de trouver un chemin de traverse, tu vois, parce que le problème, c'est que j'étais bloquée, en fait, dans cette voie, j'étais fonctionnaire. Donc, tu vois, il y a un moment donné, je me suis engagée quand même, parce que j'avais suivi ce qu'on me disait de faire, et donc je me sentais complètement prise au piège. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un nouveau concours pour bifurquer en me disant, bon, bah, au moins, si je passe un autre concours, je pourrais peut-être sortir de la voie de prof, et j'ai échoué. Et j'ai échoué lamentablement. Je me suis tapé vraiment une note catastrophique, j'ai eu 2 sur 20. Et en fait, ça paraît bête, mais ça a été pour moi un électrochoc parce que je me suis rendu compte que justement ce concours, alors que j'avais beaucoup bossé, je l'avais pas eu parce qu'en fait, j'étais pas du tout là où je devais être, que je l'avais fait exactement pour les mauvaises raisons, à savoir pour fuir. Ouais, et puis pour suivre, tu vois, mon autre vie, et qu'en fait, il fallait que j'arrête, tu vois, de faire des choses, des mauvais choix, juste la petite souris qui tourne, mais qui réfléchit pas. Il fallait que je me pose et que je me dise, ok, mais qu'est-ce que je veux? Et c'est pas grave, on fait table rase du passé. C'est pas grave si ça fait 10 ans que je travaille et qu'en fait, il va falloir que je change complètement de voie et que je vais repartir à zéro. Et du coup, à 27 ans, alors que j'avais fait 12 ans d'études, je me suis dit, ok, en fait, je veux être entrepreneur.
Et les gens me regardaient, mais genre, mais t'es Il y a quelque malade. chose qui t'a inspiré, un film, une personne. Non, c'est pas ça. C'est que bah, mon père était entrepreneur, je t'avais dit. Et puis je sentais que j'avais ça en moi. Enfin, je sentais que j'avais envie de créer des choses. Moi, j'aimais l'aventure, j'aimais le risque, j'aimais créer des choses. J'avais 1000 idées à la minute. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais c'est quoi le métier en fait qui correspond à ça, tu vois? Et il n'y en a pas 36 000. Moi, je te coupe, mais c'est vrai que parfois, il faut aller dans une direction à un tel point, tu te dis, en fait, c'est vraiment pas la bonne direction pour prendre conscience. C'est souvent, pour savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on ne veut pas. Ah Et ouais. c'est pour ça, je transmets souvent dans mes séminaires. Et d'un coup, quand tu es clair sur ce que tu veux pas, ça devient beaucoup plus clair ce que tu veux. Et d'un coup, ça t'a mis en lumière, ok, c'est fait pour moi, entrepreneuriat. Mais j'ai mis un peu de temps, tu vois, j'ai mis 12 ans. Ouais, bon, ça a 27 ans encore, tu sais, il y a des gens qui lancent Ça leur va. boîte à 50 balais, tu vois, ou 60 ans. Complètement, complètement. Il n'est jamais Donc trop tard. 27 ans, tu as lancé directement Gemio. On parle est-ce que c'est la première boîte que tu as Ouais, cofondée? c'est ma première boîte, donc j'avais zéro expérience entrepreneuriale ou dans le business, très honnêtement. Mais en fait, là, pour le coup, c'est vraiment un hasard total. C'est que je savais que je voulais créer une boîte. Et en fait, je me suis fiancée à ce moment-là avec mon copain qui est maintenant mon mari. Et en fait, on va faire le tour de la place Vendôme à Paris et on voit des pièces magnifiques, on voit des bijoux incroyables, mais on voit que c'est un, horriblement cher. Deux, sincèrement, qu'il n'y a pas un Français dans les boutiques, que c'est majoritairement des Chinois, des Russes, tu vois, des pays du Golfe. Et on se dit, mais c'est dingue quand même que la joaillerie de qualité française aujourd'hui ne s'adresse plus à des Français, à des Européens, tu vois. Et on s'est dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il n'y a pas une marque qui soit plus dans l'air du temps, plus moderne, moins ancrée, tu vois, justement sur des savoir-faire ancestraux, mais aussi un peu vieillissants. Et en fait, on s'est dit, bingo, on a envie de le lancer. Je ne connaissais rien à la joaillerie, je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat. Pas du tout. Enfin, je le suis devenu, mais tu vois, je pense, je sais pas quel est ton point de vue là-dessus, que quand on peut devenir passionné par quelque chose parce on y travaille. Et moi, en l'occurrence, la joaillerie, c'était une opportunité que j'ai vue. J'ai vu qu'elle n'était pas du tout digitalisée. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait voilà des sites, si tu veux, qui commençaient à émerger justement à vendre de la joaillerie online. Et je me suis dit, bah, franchement, c'est un secteur qui est complètement en friche. J'ai envie d'avoir de l'ambition et j'ai envie de m'atteler à ça. Et si j'avais su. Ouais, et puis c'est un océan bleu que vous avez créé, parce qu'en fait c'était assez nouveau. On parle d'attaquer un Complètement. marché. Normalement, c'est toujours dans les boutiques, etc. Donc là, c'est 100% online. Ouais. Waouh! Et donc, parle-moi un petit peu du démarrage. Là, déjà, il faut avoir une idée. Mais après, il y a entre une idée, c'est le nombre de gens qui ont. Je crois que je n'ai pas rencontré un entrepreneur qui n'avait pas, ou un potentiel entrepreneur qui n'avait pas une idée à 1 million ou 10 millions, mais il y a un monde entre avoir une idée et implémenter. Donc, qu'est-ce qui a amené à implémenter? Quelles ont été les difficultés, les doutes sur le chemin? Parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, souvent qui nous écoutent, ou les gens qui veulent lancer leur boîte, ben, moi, je sais ce que c'est la lancer. Bah, tu as les doutes, tu as les peurs, tu as les voleurs de rêves, il Hmm. faut mettre de l'argent. Comment s'est passé les démarrages? Écoute, moi, j'ai beaucoup de défauts dans la vie, mais j'ai une qualité. Mon père dit, j'ai de la suite dans les idées, c'est-à-dire que quand je dis quelque chose, je le fais. Et j'ai dit, je veux lancer cette boîte, je l'ai fait. Et ça fait partie de ma personnalité. Et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que je me suis associée avec mon mari, donc qui n'était pas mon mari à l'époque. On s'est réparti les rôles. Et surtout, je pense que notre grande clé de succès, c'est qu'on s'est dit, bah, en fait, on n'y connaît rien, on est nul. On va déjà essayer de tester. Donc, on va vraiment le faire à fond, mais avec une deadline très courte. Et donc, on s'est fixé. C'était en 2011. C'était l'été 2011. En gros, on a comme. C'est quand C'était même bien. bien avancé, comme on parle dans le timing, si tu lances trop tôt, tu te fais tuer. Donc, Bah, 2011, on était assez précurseurs, je pense. À l'époque, franchement, tu sais, à part acheter des billets d'avion sur Internet à 800 euros, tu dépensais jamais des sommes comme ça sur Internet. des Maintenant, choses que ça se tu fait veux un peu souvent plus. tester, que tu veux voir, que tu veux toucher. Ouais. Et Ouais. À alors, l'époque, Il faut quand même se dire, 2011, Instagram n'existait pas. Facebook, c'était encore une jeune boîte, tu vois. Donc, non, non, c'était il y a 10 ans quand même, hein, et le monde a changé. Et donc, tout ça pour te dire que je pense que la clé du succès du départ, c'est qu'en fait, on s'est dit, OK, il y a une chance sur deux pour que ça foire, voire plus. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lancer très, très vite et on va se fixer une deadline très dure. C'est-à-dire qu'on s'est fixé 3 mois pour lancer le site internet. Donc, ça veut dire qu'il fallait qu'en 3 mois, on ait construit le site internet. Alors, il était tout petit, qu'on ait créé les contenus, qu'on ait imaginé les premiers bijoux, il n'y en avait pas 36 000, qu'on ait trouvé les fournisseurs de pierres, de métaux, de fabrication, bref, qu'on ait construit, si tu veux, toute la boîte en 3 mois. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'on a fait. On a bossé comme des chiens. J'en garde un souvenir, Max, mais tu peux pas savoir. C'est la meilleure période de ma vie. Enfin, j'ai adoré cette période. On a sorti de terre la boîte, quoi. C'était moche. Rien ne marchait bien. Mais c'était là. C'était là. Version 1. c'est le plus important. Exactement. Comment Donc, ça, c'est c'est comme pas un ça truc qu'on l'a fait. parfait. Donc, tu vois, le site n'était pas beau, c'était pas forcément top. Horrible, Il y avait quelque horrible. chose, quoi. Mais je te jure,
encore aujourd'hui, parfois, je regarde, on a pris des screenshots, si tu veux, du site, mais je me dis, moi, en tant que cliente, mais jamais de la vie, j'aurais acheté sur ce site. Mais c'est pas grave, il avait le mérite d'exister. Et d'ailleurs, on n'a pas eu énormément de ventes tout de suite, tu vois, mais on a commencé à avoir des premières ventes qui tombaient d'amis ou de personnes qui nous avaient trouvés, qui étaient complètement égarées, tu vois, et qui nous avaient trouvés sur Internet. Et on s'est dit, mais quand même, si même avec un site comme ça, qui est complètement homemade, qu'on a fait nous, qui nous avait coûté 40 euros, hein, tu vois, c'était un site WordPress, c'était un blog WordPress pour tout te dire, je dis pas ça tout le temps, qu'on avait transformé parce que mon mari codait un peu, il était ingénieur, et du coup, on l'avait transformé en e-boutique. Mais c'était horrible. Les Extraordinaire. photos, c'était Il infâme. y a proof of concept, exactement ce qu'on veut quand on lance un business. Alors, avant d'avoir d'investir des millions, c'est on teste et même s'il y a un acheteur, pour les investisseurs, c'est souvent ça. Bah ouais, c'est ça, est-ce que vous avez déjà vendu, quoi. Et s'il y a même un client, on voit, ah, il y a un client, donc ça se vend, quoi. Il y a un potentiel extraordinaire. Donc, ça, c'est génial. Donc, c'est surtout pas chercher la perfection, parce que le nombre de gens qui démarrent jamais d'avoir tous les feux verts et d'avoir parfait. Avant une version, un truc, je me rappelle mon premier séminaire ou ma première vidéo, mais C'est c'était, vrai. je la retrouve parce que c'est vraiment pas Ah ça, tu devrais la mettre, ça doit être collector. ah oui, mais je crois que je l'ai ressorti parce que ouais, vraiment, tu à me voir, je dis, mais c'est pas même pas possible. Et puis encore des gens qui disaient, ah, vachement bien, merci pour Ouais, la c'est vidéo. ça. Donc, comme quoi on peut. Il y a le potentiel, quoi, on va dire. Comment? Il y a le potentiel au final qui est là quand même. Exactement. Et puis elle se dit, bah, en fait, mais après, c'est aussi, on devient excellent en pratiquant et en améliorant Mm. les choses. Donc, tu avais dû faire version 2, 3, 4, 5, parce que le site est magnifique. Et donc, comment ça démarre? Donc, vous avez eu quelques ventes. Quelles sont les grosses difficultés sur le chemin? Et après, on va parler peut-être des chiffres d'affaires, des marges, etc. Bien sûr. Alors, écoute, au niveau des difficultés, il y en a une dès le début qui était que comme on n'y connaissait rien, la difficulté principale, ça a été de trouver les fournisseurs de pierres, les fournisseurs de fabrication, parce qu'on voulait fabriquer des bijoux en France. Le concept, en gros, c'était de créer vraiment une très belle marque de joaillerie, 100% made in France, vraiment très, très qualitative, mais avec un prix, si tu veux, plus compétitif que les grandes maisons, et avec, on va dire, un état d'esprit un peu plus jeune, un peu plus cool. En gros, si tu veux, si je te résume, c'était ça. Exactement. Et le problème, c'est que trouver des fournisseurs quand tu es une nana qui a 28 ans, qui a fait que des études, qui n'a jamais bossé de sa vie, qui n'y connaît rien et qui n'utilise pas les bons mots et qui n'a pas de réseau, mais sincèrement, c'était l'enfer sur Terre. Donc ça a été très très difficile, en plein mois de juillet-août en plus, donc je te raconte pas. Mais Raconte une anecdote où, où vraiment tu t'es dit, là, est-ce que je vais arrêter? Est-ce que je suis folle? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as vraiment douté? non mais en fait si tu veux c'était non-stop, enfin c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait pas une personne qu'on contactait qui nous disait non, qui nous disait oui, enfin ils nous disaient tous non, mais sans même enfin à la rigueur on était content quand ils nous répondaient non, si tu veux, enfin vraiment j'ai envoyé un nombre de messages mais qui était incalculable où tout le monde nous disait non non non, c'est impossible, c'est nul votre truc, on en a vu passer des comme vous, ça, au bout de 3 mois c'est toujours la même histoire, ils mettent la clé sous la porte. Donc tu vois vraiment une démotivation totale, même de l'entourage qui nous disait mais vous êtes fous, vous n'y connaissez rien, vous n'avez jamais bossé dans l'entrepreneuriat, enfin commencer par autre chose quoi. Et au final, le coup de chance, c'est une rencontre et c'est souvent comme ça. C'est le énième message que j'envoie, tu vois, à un fournisseur pour essayer de le séduire hein, concrètement, qui me dit bon bah moi il se trouve que je suis à Paris la semaine prochaine, si tu veux on peut prendre un café, tu me montres tes trucs. Alors, déjà qu'il accepte le rendez-vous si tu veux, j'étais un peu sur le cul. Et ensuite on prend un café et le mec me dit au bout de 10 minutes, écoute, je sais pas si ça va marcher ton truc mais je t'aime bien. Et si tu veux, je peux te le faire. Mais rien que ça, si tu veux, incroyable. Et en fait, il se trouve que ce type, et donc je le remercie encore aujourd'hui, il s'appelle Frédéric, c'est quelqu'un qui travaillait pour un atelier, qui maintenant est notre plus gros atelier, qui travaille pour la place Vendôme, Van Cleef, Cartier, etc. Et qui nous a juste en fait tendu la main. Il y croyait pas, je pense. Mais il s'est dit, bon, ça va me faire un peu de boulot, mais elle est sympa, la fille. Comme quoi, parfois, si tu veux, les choses arrivent, mais juste par hasard et avec une rencontre, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à lancer l'activité. Extraordinaire. Donc, en fait, on parle de centaines de noms et puis il suffit d'un qui y croit un petit peu et à un moment, ça arrive statistiquement. Magique. Il en suffit d'un, c'est vraiment ça, hein. Et après, donc, ok, donc il y a la création, donc, il y a les premières ventes qui se font. Et donc, parle-moi un petit peu du parcours rapidement et les hauts, les bas, les, Ouais. les échecs, ou si on peut dire pas appeler échecs, mais les difficultés sur le chemin. Écoute, rapidement, en fait, la boîte a démarré assez vite parce qu'en fait, je pense qu'il y avait très peu de concurrence et du coup, il y avait un petit marché, tu vois, de gens qui cherchaient sur Internet des bijoux, mais mine de rien, tous ceux qui cherchaient n'avaient pas d'offres. Et donc, en fait, on a rapidement fait un petit trou. C'était pas grand-chose, c'était, tu vois, peut-être 10 000 euros par mois, des choses comme ça. Mais voilà, on a commencé à faire un petit peu notre chemin comme ça. Et du coup, des investisseurs avec lesquels on était en discussion ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait parce qu'en fait, se sont rendus compte qu'il y avait effectivement certainement un marché, que c'était
rentable. Et puis, ils ont fait un pari sur nous. Ils se sont dit, avec 0 €, si tu veux, ils ont réussi à trouver des fournisseurs, à lancer leur site. Bon, bah, ils sont peut-être pas si nuls comme entrepreneurs. On va parier sur eux. Et donc, on a fait une première levée de fonds, petite à l'époque, puis une deuxième, une troisième. Donc, on a fait plusieurs levées de fonds pour autour de 4 millions d'euros. Donc, on a quand même pas mal financé l'activité. Et ensuite, ben, on a commencé à pouvoir vraiment investir sur des locaux, des équipes, du recrutement. Donc en fait, moi, je me suis formée en tant qu'entrepreneur et la boîte grandissait. Ça, c'était une époque, si tu veux, qui était plutôt pas facile parce qu'on travaillait beaucoup, mais où franchement, ben, en fait, on était en train de défricher le marché et il y avait de plus en plus de chiffre d'affaires qui arrivaient. Et ensuite, on est passé par une période plus difficile après avoir fait tous ces investissements, justement, parce qu'il y a souvent un moment dans l'entrepreneuriat, tu as dû le vivre avec certains peut-être de tes coachés, où en fait le démarrage, finalement tu as tous les early adopters qui t'apprécient, et puis quand tu commences à être plus gros, ben il faut franchir un cap. Il y a un gap, il faut changer sa Exactement. com, faut Et nous, ça. ce gap-là, il n'a pas été facile. Il a eu lieu vers 2013. 2013-2014, ça a été des années un petit peu difficiles pour nous parce qu'en fait, le chiffre d'affaires suivait plus du tout, alors qu'au début, on avait été habitué, tu vois, à une croissance incroyable. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, si on ne change pas un truc, si on ne change pas de paradigme, en fait, on va dans le mur. On ne va pas réussir, si tu veux, à franchir ce gap. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un risque. Avec mon mari, on s'est dit, on va investir sur une énorme campagne de communication qui était bien au-delà de ce qu'on pouvait se permettre, très honnêtement, en se disant, bah, il faut qu'on marque un grand coup. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une agence qui coûte hyper cher, qui s'appelle BETC, et on a fait une campagne. Ouais. Et on a fait une campagne avec un chat rose, donc un peu absurde comme truc, mais parce que je voulais juste que ça se voit. Donc on avait un espèce d'énorme chat rose trop mignon, un chaton. On lui avait mis une bague sur l'oreille, c'était évidemment une retouche si tu veux. Et ce truc-là, on l'a affiché dans le métro à Paris. Et ça a été une explosion pour nous, une explosion de notoriété parce que tout d'un coup, dans le métro, non, c'était pas sur Internet. On l'a fait en physique. Donc, on a dépensé des centaines de milliers d'euros, hein, réellement, si tu veux, pour le faire. Et ça a été en fait. Ah non, mais ça a été. Il y a eu un avant et un après pour la marque. On est passé de 3% de notoriété à, au bout d'un moment, parce qu'on a refait cette campagne à plusieurs reprises, autour de 60% de notoriété en Île-de-France. Donc, si tu veux, enfin, Quels ont été les colossal. succès? C'est hallucinant. Et donc, quelles ont été les clés du succès? C'était quoi? Tu parlais d'un chat rose, mais c'était quoi? Qu'est-ce qui fait que la com, les gens ont commencé? Est-ce que c'est juste le fait d'être affiché dans le métro? Et donc, ils se sont dit c'est une vraie marque ou est-ce que c'était plus que ça? Écoute, il y a eu plusieurs choses. Premièrement, effectivement, je pense que le fait d'être dans le métro, bah, ça ancre, ça rassure pour une marque digitale, tu vois, et c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là. On s'est dit, nous, notre clientèle, c'est des jeunes urbains qui travaillent, ils prennent le métro. Et il y avait une opportunité aussi, c'est que le métro, mine de rien, c'est un lieu, si tu veux, qui n'est pas hyper sexy à Paris. Et du coup, ça coûte moins cher quand même que d'être affiché sur les belles sucettes JC Deco. Et d'autre part, il n'y a pas beaucoup de marques de joaillerie qui le font. Donc moi, j'ai été voir la régie publicitaire du métro et je leur ai dit, écoutez les gars, vous n'avez pas beaucoup d'annonceurs haut de gamme, joailliers, et vous n'avez pas beaucoup d'annonceurs digitaux. Prenez-moi un meilleur prix, et c'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, moi, ensuite, je serai votre témoin et j'irai dire à la terre entière que le métro, c'est génial et que ça marche bien, même pour des marques qui sont haut de gamme. Et en fait, du coup, j'ai fait un deal concrètement pour avoir un meilleur tarif situé avec la régie Média Transport. Et ça s'est très bien passé, puisqu'effectivement, on a eu des tarifs qu'on n'aurait jamais pu se payer. Enfin, on n'aurait jamais pu se payer les tarifs normaux, si tu veux. Et donc, ça nous a permis, un, d'avoir la distribution. Et deux, on a investi énormément sur la création, sur la campagne, donc avec ce fameux chat rose. Pourquoi l'histoire, c'est que c'était un petit pied de nez à la panthère de Cartier en disant, bah, nous, on n'est pas Cartier, on a notre propre animal qui est un petit chat rose tout mignon, c'est pas la panthère, tu vois. Mais surtout, en fait, il faut quand même visualiser que le métro, tu as toujours des pubs, tu vois, qui disent acheter avec, tu vois, des chiffres un peu dans tous les sens, etc. C'est pas hyper beau. Nous, ce chat rose, c'était vraiment pas une œuvre d'art, mais vraiment, il te donnait juste envie de lui faire un gros câlin. Il était magnifique, il était magnifiquement exécuté. Et du coup, on s'est démarqué, quoi, tout simplement. Les gens prenaient en photo la pub, se prenaient en photo, et quand on a arrêté de faire la pub, nous envoyaient des messages pour nous dire remettez-la, remettez-la, on adore cette pub. Donc quand tu arrives à faire ça, si tu veux, avec une pub, mais c'est gagné, quoi. Les gens voulaient notre pub, c'est quand même incroyable. Extraordinaire. Donc, il y avait vraiment une émotion positive qui a été créée. Il y a eu un like de brand et extraordinaire. Et donc, là, les ventes ont explosé. Et donc, OK, donc on parle de quoi? On parle de avant-après. Maintenant, c'en est où? Et
Donc ça, si tu veux, succès incroyable, mais tu vois, le fin mot de l'histoire, en fait, c'est que moi, je me rappelle qu'une semaine avant, avant d'afficher ce truc-là, mais j'étais désespérée, je me suis dit, mais on est des malades mentales, on a dépensé way too much sur notre budget, par ailleurs, un chat rose, mais c'est absurde, ça n'a aucun sens, je me suis dit, mais il faut qu'on arrête, enfin, tu vois, on va arrêter la campagne, on le fait pas. Donc tout ça pour dire que finalement, on a réussi à faire quelque chose, mais je crois parce qu'on a pris un énorme risque. Ça aurait pu ne pas marcher, et on aurait pu se planter. Mais je pense que ça a marché aussi à la hauteur du risque qu'on a pris. Et souvent, les gens me disent, tu vois, mais comment est-ce que je peux faire pour passer un cap ? Il y a un moment donné, tu vas pas pouvoir passer un cap si jamais vraiment tu fais pas aussi un leap of faith et que tu vas pas et que tu mets désolé de le dire comme ça, en plus je suis une fille, un peu tes couilles sur la table, tu vois, parce qu'à un moment donné, faut quand même sortir de ta zone de confort, quoi. Et sans nous jeter des fleurs, je pense qu'on l'a fait à ce moment-là. On a fait parfois des erreurs aussi importantes, mais là, en l'occurrence, on a eu la chance que ça tombe plutôt juste, et donc ça nous a permis effectivement de vraiment complètement aller au-delà, en fait, en termes de notoriété et donc ensuite de chiffre d'affaires de la marque. Extraordinaire. Et donc, parle-moi un petit peu juste de nombre. Et après, on va switcher un petit peu. Ça m'intéresse un peu de parler, que tu parles un peu de ton mindset et de podcast. Parce que tu Ouais. es très forte aussi en podcast. Et donc, parle-moi un petit peu donc, en termes de nombre de clients, chiffre d'affaires, on est à combien avec Gemio? Écoute, on communique pas sur le chiffre d'affaires, mais dis-toi que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, que c'est un panier moyen à 1 400 euros, donc ça veut dire que c'est des produits qui sont à la fois chers, hein, puisque c'est de la joaillerie made in France, et de l'or, du diamant, des métaux précieux, des pierres précieuses, mais qu'on reste quand même. On essaye vraiment d'avoir des prix justes, c'est-à-dire de faire en sorte que la belle joaillerie française puisse à nouveau être portée par des Français ou des Suisses ou tu vois, mais des Européens globalement. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? On est on est une soixantaine de personnes chez Gemio actuellement. C'est ça. Et donc parle-moi un petit peu de toi, tes fonctions dedans. Et qu'est-ce que toi, tu fais toi aussi avec ton mari. Est-ce que comment vous organisez la boîte? Je veux dire, qui fait Ouais, quoi? bien sûr. C'est une bonne question. Écoute, en plus, j'en parle pas trop, donc ça sera un peu nouveau. Donc moi, en fait, donc on est deux associés majoritaires dans Gemio. On a plus de 50% du capital, et après, on a quand même d'autres associés qui sont des investisseurs externes. Et au sein de l'équipe Gemio, en fait, on a 5 pôles différents. On a le pôle marketing, on a le pôle création, c'est vraiment les bijoux, les imaginés, etc. On a le pôle IT, puisque tout notre site internet, c'est quand même notre plateforme de vente principale. Tu vois, il faut qu'il soit nickel. Et tu disais, je te remercie que notre site est joli. Bah, c'est aussi grâce à eux. Et enfin, on a le pôle finance, administratif, etc. Et le pôle opération, qui est le pôle en fait fabrication, gestion des commandes, achat des pierres, etc. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que chez Gemio, en fait, on fait tout. C'est-à-dire qu'on est à la fois créateur, on est fabricant, on est distributeur de notre propre marque, et on fait notre propre marketing. Donc en fait, si tu veux, on est complètement holistique. Donc ce qui est génial, c'est que du coup, on capte beaucoup la valeur. Et du coup, Gemio est une boîte très rentable. Tu vois, l'année dernière, par exemple, on a eu 1 million d'EBITDA. Donc on est clairement une boîte rentable. Mais ça veut dire qu'on a beaucoup de travail. Parce qu'en fait, on fait tout et c'est difficile d'être bon partout. Tu vois, donc on fait ce qu'on peut, mais c'est pas toujours facile. Et moi, en fait, mon rôle, c'est de faire de la stratégie et de faire du marketing. En fait, j'ai un rôle à la fois de cofondatrice DG, si tu veux, où je réfléchis à l'avenir de la boîte. Je suis assez projetée vers l'avant. Moi, j'aime bien, tu vois, réfléchir, OK, c'est quoi Gemio dans 10 ans ? Et en même temps, je reviens très souvent sur le terrain avec, moi aujourd'hui je suis en charge en particulier de l'équipe marketing, et je travaille aussi assez étroitement avec l'équipe, les vendeurs et l'équipe création, donc toute la partie on va dire front office, mais disons que je suis vraiment, ma passion c'est le marketing, donc c'est en gros faire connaître la marque, travailler la marque, la rendre la plus sexy possible, et aussi avoir le plus de clients, tu vois, donc ça c'est vraiment ce que je fais au quotidien, mais j'ai une équipe de 10 personnes au marketing. Et ensuite mon mari lui travaille beaucoup plus la partie que moi personnellement je détesterais faire et sur laquelle je serais nulle, mais c'est en ça qu'on est très complémentaires, puisque lui gère l'administratif, la finance, la compta, pas mal les RH aussi, enfin il est beaucoup plus tourné si tu veux vers l'intérieur de l'entreprise. Donc la manière dont on s'est réparti les rôles, c'est que moi je suis tournée vers l'extérieur et lui est tourné vers l'intérieur. Non. Excellent, excellent. Et donc, très rapidement, parce que ça, c'est une des plus grands challenges de l'entreprise, c'est de recruter ce que j'appelle les joueurs de Ligue A, que l'on sait dans mon séminaire Business Max. Donc, parle-moi un petit peu de ça, les difficultés que vous avez reçues sur le chemin, comment vous recrutez, comment s'est passé Max, si j'avais une recette, j'espère que tu pourrais me la donner peut-être, mais non, ce qui est certain, c'est qu'on apprend en se cassant les dents.
mais qu'on apprend quand même. Enfin, en tout cas, il faut se poser des questions quand on recrute mal de pourquoi on a mal recruté. J'ai fait, comme tout le monde, beaucoup d'erreurs de recrutement. Je pense que je me suis tellement plantée que maintenant je suis moins mauvaise et que j'arrive à mieux sentir les personnes qui vont fitter ou pas. Donc, il y a quand même une réalité, c'est que tu apprends aussi vraiment avec l'expérience. Après, du coup, maintenant, nous, on a mis en place... j'aime pas le mot processus, mais tu vois, on a mis en place, on va dire, un framework qui fonctionne bien pour nous, avec pas mal de tours, et notamment des tours qui sont des tours de test. Donc, en fait, on fait vraiment travailler les gens avec nous sur des projets pour voir, en fait, pas uniquement leur CV, tu vois, et d'ailleurs, on recrute quasiment pas sur le CV, mais qu'est-ce qu'ils font réellement de bien. On a aussi des tours qui sont beaucoup plus liés à l'humain, donc on fait des tests de psychologie pour comprendre en fait comment vont être ces personnes, et on fait aussi des immersions, si tu veux, dans l'équipe pour qu'on voit comment ils interagissent, comment ça se passe. Donc en fait, c'est devenu en fait beaucoup plus dur d'être salarié chez Gemio. Mais c'est ce qu'il faut. Mais Avant, c'est quand on a marre parce qu'un mauvais recrutement, je crois que c'est 7 fois le salaire annuel à la fin, parce que ça coûte une blinde. ah, mais c'est l'enfer. Et puis au-delà du coup, si tu veux, moi ce que je trouve terrible, c'est que bon, en France notamment, quand tu recrutes quelqu'un, ça met du temps. Tu mets 3 4 mois à le trouver, parfois plus. Ensuite, cette personne, en général, elle est déjà en poste. T'attends 3 mois qu'elle part. Tu te rends compte que tu dois travailler sur cette personne parce qu'elle n'est pas bien sûr tout de suite opérationnelle. Ça te fait 3 4 mois. Et ensuite, en général, ça se passe bien. Donc en fait, tu as perdu 9 mois. C'est énorme, si tu veux. Moi, c'est le temps passé en fait qui me frustre énormément. L'argent, évidemment, c'est un problème aussi, mais si tu veux passer 9 mois sur un poste, c'est pour que ça soit, tu te rends compte au bout de 9 mois que c'est pas la bonne personne, c'est catastrophique en fait. C'est violent. Mais je ne sais pas combien de personnes j'ai interviewé ou discuté ou gens que j'ai coachés. Je crois qu'au mieux, j'ai eu des gens qui me disent OK, je me plante qu'un tiers du temps. Mais c'est au Mm. mieux. Je crois Ouais, que ouais, ouais. il y a quelqu'un qui va me dire à 90% du temps, je recrute bien. Soit c'est un menteur, soit vraiment je suis prêt à écouter. Mais c'est comme ça. Il y a une partie un peu. Ouais, Voilà. bah, c'est ça, c'est toujours difficile. Après, je pense que bon, c'est quelque chose qu'on a déjà dû te dire, mais moi je le constate vraiment, c'est que maintenant, là où vraiment on est meilleur, on est un peu meilleur sur le recrutement, je pense, pour sentir les gens, mais aussi au-delà de ça, je pense qu'on est meilleur pour prendre la décision que c'est la bonne ou la mauvaise personne plus vite, parce que le problème, c'est aussi quand t'attends, parce que souvent, tu veux que la personne, elle progresse, t'as espoir, et puis en tant que manager, t'as envie de le coacher, tu vois. On est aussi un petit peu coach finalement quand on est manager, et le problème, c'est que tu donnes ta chance, tu donnes ta chance, mais moi, j'ai un conseil à donner, c'est que si jamais la personne ne vous fait pas gagner énormément de temps tout de suite, elle ne vous en fera jamais gagner, c'est sûr à 100%. Et du coup, maintenant, on est beaucoup, beaucoup plus rapide dans nos décisions, parfois terribles, mais qui est que, bah, en fait, la personne, ça fait un mois qu'elle est là ou 3 semaines, mais en fait, c'est pas la bonne personne et on aurait préféré nous en rendre compte pour elle et pour nous avant, mais c'est comme ça. Et je pense pas qu'on lui fait un cadeau en plus en la gardant longtemps, parce que pour elle comme pour nous, en fait, c'est pas agréable comme Un jour ou l'autre, situation. ça va se séparer. C'est juste que ça va être plus long, plus douloureux pour Ouais, tout le monde. Il faut mieux qu'elle trouve une boîte qui est plus adaptée pour elle, quoi. Il y a un anglais, plutôt une expression que tu connais, c'est slow to hire, quick to fire. Euh, ouais, c'est dur, c'est américain de dire ça, mais il y a une partie vraie. Je pense que tout le monde qui a un peu ouais, d'expérience c'est en vrai, business c'est comprend vrai. l'importance de ça avec beaucoup, tout ça à faire, soit avec beaucoup de respect. Et à la fin, c'est juste une question de valeur, quoi. Il y a juste des valeurs qui ne collent pas. Non, En et tout cas, puis ouais, tu ça. vois, il y a un autre truc, je suis désolée, excuse-moi, je t'ai interrompu, mais je réfléchissais dans mon process aussi qui a changé au niveau du recrutement et qui fait qu'on recrute mieux. C'est qu'en fait, avant, comme souvent les entrepreneurs, on recrutait des gens parce qu'on voilà, on avait besoin de remplir une fiche de poste, mais en fait, le rôle n'était pas très très bien défini et les missions n'étaient pas très bien définies. Et du coup, on recrutait des gens en se disant, mais en tout cas, la boîte, elle évolue tellement vite, si tu veux, que bah, la personne, elle va évoluer avec nous et puis bon, elle va finalement trouver son chemin. Maintenant, peut-être parce qu'on est une entreprise plus structurée, mais en fait, on fait vraiment des fiches de poste beaucoup plus claires et du coup, si tu veux, on fait aussi en sorte comment dire, de faire en sorte de voilà que la personne corresponde à chaque critère, si tu veux, de cette fiche de poste. Et du coup, aussi, quand on recrute quelqu'un, on sait exactement ce qu'on attend d'elle et on lui dit très clairement. Parce que ce que je faisais avant et qui était une erreur, c'est que je faisais venir quelqu'un et au final, moi-même, je savais pas vraiment ce que je voulais qu'elle fasse, tu vois. Il n'y a pas de clarté, en fait. Il n'y a Ouais. pas de clarté de ce qu'on veut, ce qu'on ne peut pas, c'est surtout un énorme travail, c'est ça, de clarifier sa fiche mission. Et c'est de la discipline, en fait, de dire qu'est-ce qui va faire que je ne veux pas et qu'est-ce qui fait qu'aussi qu'en lisant ça, elle se dit c'est pas fait pour moi ou c'est fait pour moi, quoi. C'est Ouais. pas boulot, quoi, de communication. En fait, c'est la communication dans le recrutement, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Et souvent, en fait, les gens ont peur de ne pas avoir assez de recrues. Tu vois, des personnes qui postulent, du coup, font des fiches de poste hyper généralistes. Mais moi, maintenant, mes fiches de poste, si tu veux, elles sont horribles. C'est-à-dire que je fais en sorte que ce soit des fiches de poste où j'ai pas envie que 90% des gens postulent. J'ai envie qu'il y ait 4 personnes qui postulent, mais qui sont pinpoint, tu vois, les bonnes personnes. Ah, c'est génial, j'adore. Ça confirme un petit peu, on va dans exactement la même direction. Et alors, écoute, maintenant, parle-moi un petit peu de mindset et après, on va parler un peu de ton podcast. Donc, c'est quand même rare, je veux dire, de voir un si beau succès.
Il y a, quand tu regardes les nombres de boîtes, 95% d'entreprises meurent en 10 ans, 50% meurent en 2 ans. Donc, c'est pas seulement des compétences, surtout que tu n'avais pas forcément les compétences avant, tu n'as pas l'expérience. Donc, c'est quoi moi, j'ai plein de trucs. Ça fait 25 ans, tu sais, que j'étudie le succès, la réussite, et puis l'épanouissement, le bonheur, etc. Mais, je peux t'interrompre, Mike. C'est quoi, du coup, c'est peut-être évident et peut-être que ton audience en a marre parce que tu le dis tout le temps. Mais finalement, toi, de toute ton expérience, de ces 25 ans, toutes les personnes que tu as croisées et tout, les quelques grands critères ou les quelques critères de mindset, justement, qui font que certaines personnes réussissent et d'autres non. Je suis obligée de te poser des questions. Écoute, si tu veux, le numéro un de tout ce que je vois, c'est un niveau de résilience extraordinaire. Ça, c'est vraiment le truc au-delà de tout. C'est sa capacité à prendre des coups et à remonter, à se relever immédiatement, reprendre un coup et repartir. Donc, arriver à garder et pas prendre les choses personnellement. Et la résilience égale, ça veut dire être capable de se remettre en question. Parce que la résilience, on va que pouvoir continuer si on se remet en question. Si on met à la faute sur les autres, on est out. Et ça arrive souvent, on se prend un coup et puis c'est la faute du président, c'est la faute de la Covid, c'est la faute de ceci, c'est la faute des clients, c'est la faute de… Donc ça, c'est le problème. Donc avoir la résilience, c'est avant tout avoir un mindset de se remettre en question, ce qui n'est pas donné pour tout le monde. Et tout le monde peut apprendre, ça c'est un état d'esprit de croissance. Donc ça, c'est le deuxième élément. C'est un état d'esprit de croissance par rapport à un état d'esprit fixé. Donc il y a un livre souvent je parle qui a été écrit par Carol Dweck qui s'appelle Mindset. En français, je crois, c'est changer d'état d'esprit. Extraordinaire livre. Tu parles vraiment que le monde est divisé entre les gens qui pensent en termes de croissance et d'autres qui pensent en termes de fixé. Fixé égale, quand j'ai un problème, je ne peux pas l'améliorer. C'est comme ça, c'est fixé. Ou je n'ai pas ce talent, je ne peux pas le développer. État d'esprit de croissance, c'est je ne l'ai pas encore développé. J'ai un problème, je peux trouver une solution. J'ai échoué, qu'est-ce que je peux apprendre de tout ça? Donc, c'est toujours apprendre dans l'état d'esprit de qu'est-ce que je peux apprendre et de ne pas être capable de mettre son ego de côté aussi. Ça, c'est le truc fondamental. Si je dire allez, le numéro un de tout, c'est être capable de mettre son ego de côté. Réellement, quand on est capable de dire mettre son ego de côté, c'est pas une question de moi, c'est pas grave. Je vais me remettre en question, ça va continuer, je vais apprendre de tout ça. On s'en fout ce que les gens pensent de moi. Ça, je pense que c'est le fondamental. Et dès qu'on a notre ego devant, on est mort, quoi. Mais moi, dans ma carrière, ça m'est arrivé 2-3 fois. Moi, tu as l'ego devant toi, c'est foutu, quoi. Tu es en descente libre. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais j'aimerais bien avoir complètement. Mais moi-même, j'ai fait un gros travail là-dessus. Et en fait, au début, tu te lances, tu t'en rends pas compte, mais c'est fou ce que tu apprends sur toi-même. On apprend tous sur nous dans n'importe quel travail. Mais je trouve que l'entrepreneuriat, en fait, tu as tellement d'émotions, c'est tellement risqué, c'est tellement dur, que finalement, tu es obligé à un moment donné de changer. Ça te force à changer, en fait. Ou tu meurs, exactement. Et moi, je pense que j'ai beaucoup changé entre… Je me vois il y a 10 ans, quand j'ai créé Gemio, et maintenant, je pense pas du tout être au bout du chemin, mais j'ai déjà fait un énorme travail sur moi, tu vois, contrainte et forcée, parce que j'ai dû apprendre justement à mettre mon ego de côté. Qu'est-ce qui a changé? Comment toi, tu sens que tu as changé? Quels sont vraiment les traits de caractère ou de mindset? Tu as vraiment dit, OK, là, j'ai vraiment progressé. Je pense que j'étais un peu typique entrepreneur, tu sais, avec beaucoup d'énergie, mais justement, j'acceptais pas très bien le feedback. Je le prenais personnellement, donc ça, j'ai pas mal changé, je pense. Au fond, du coup, je voulais avoir raison, alors que maintenant, je m'en fous, je veux juste que ça marche. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pense que c'est pas que je traitais pas les gens bien, mais c'est qu'en fait j'étais tellement driven vers mon objectif qu'au final j'avais pas compris qu'en fait à plusieurs, c'est bête à dire, c'est impensif, mais c'est la vérité, à plusieurs on va beaucoup plus loin, et que j'avais vraiment besoin en fait de care, donc de prendre soin en fait de mes équipes, de les faire grandir et pas juste de les avoir comme des salariés qui allaient travailler pour moi, mais qu'en fait on fasse une équipe ensemble et qu'ils fassent même parfois beaucoup mieux le job que moi. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé et beaucoup progressé. Je pense que je suis beaucoup plus directe qu'avant. Avant, j'avais peur de plein de choses. Maintenant, je m'écoute plus et je préfère, comme tu disais, prendre une décision rapide et me tromper, mais au moins le faire vite. Avant, j'hésitais, tu vois, je prenais du temps, etc. Maintenant, hop, j'y vais, je fonce, je le dis. Je suis beaucoup plus claire aussi dans ma manière de dire les choses. Alors qu'avant, voilà, bon, c'est un peu fouillis ce que je te dis, mais… c'est top, c'est top. Et ça va te clarifier, moi, c'est génial ce que tu partages. C'est top, Pauline, merci. Puis je sens que je pense que c'est une des grandes qualités aussi, et peut-être que tu l'as toujours eu, c'est tu as un haut niveau d'authenticité quand même. Tu as une grande confiance. Et ça, je l'ai toujours eu. Ouais, toujours eu? Je pense que je l'ai toujours eu, ouais, l'authenticité. Je pense qu'avant, il y a une époque où je craignais plus le regard des autres.
donc ça fait partie de cet ego, etc. Et en fait, j'ai réalisé assez tôt dans ma vie qu'en fait, ce qui fait que les gens allaient m'apprécier, au contraire, c'était que je sois moi-même, et que quand je rentrais dans un rôle, si tu veux, ça marchait pas très très bien. Je joue assez mal la comédie, je mens très très mal. Ma mère se moque beaucoup de moi, me dit mais Pauline, mais arrête de mentir, ça se voit, t'as le menton qui tremble en fait. Donc arrête-toi. Si tu veux, mais physiquement, en fait, quand je mens, ça se voit. Donc, en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter, tu vois, de faire semblant. Je suis pas parfaite, j'ai des défauts, ok, mais c'est pas grave, tu vois. Et je préfère que mes qualités, prennent le dessus sur mes défauts. Ah, génial. Et donc, s'il y avait une ou deux ou trois éléments que tu te dis, OK, ça, c'est ce qui m'a permis en tout cas d'avoir certains succès. Et puis, je vois tout de suite que tu as l'humilité pour dire toujours, je peux progresser, etc. Mais tu dis par rapport aux entrepreneurs qui nous écoutent ou aux leaders qui nous écoutent, tu dis, OK, c'est quoi vraiment les un, trois éléments majeurs dont on a parlé? Peut-être que c'est revenir dessus, peut-être que c'est autre chose par rapport à ton expérience. Tu veux dire qu'ils font qu'un entrepreneur réussit? Écoute, moi je dirais que le numéro un qui a été important pour moi, mais parce que justement c'est ça qui fait que tu progresses et que tu as le growth mindset, c'est le recul, ou c'est comment dire, qu'ils disent, tu sais, la conscience de soi, ils disent self-awareness en anglais. Ça, je pense que c'est assez fondamental quand tu es entrepreneur, parce que si tu sais pas là où tu es bon, là où tu n'es pas bon, là où tes équipes sont bonnes, là où elles sont pas bonnes, là où tu doutes, là où tu doutes pas, si tu sais pas vraiment qui tu es, et que tu n'as pas une conscience aiguë en fait de tes qualités, de tes défauts, le problème c'est qu'en fait tu prends pas les bonnes décisions. Et moi je pense que ça c'est quelque chose que j'avais pas aussi développé que maintenant, mais que j'ai beaucoup développé avec le temps, parce que j'ai pas eu le choix, je me suis pris des coups et donc j'ai été obligée de changer et de réaliser que non, j'étais pas bonne partout, etc. Mais le fait que maintenant, si tu veux, je l'assume et que j'essaye d'avoir une conscience aiguë de qui je suis, et je dois dire que le fait de travailler avec mon mari qui ne mâche pas ses mots et qui peut me dire assez facilement, là t'es nul, donc tu t'arrêtes tout de suite, m'a permis aussi, si tu veux, de forcer ce trait de caractère, et vice-versa pour lui. Mais ça, je pense que c'est très important, parce que finalement, c'est ça qui fait que tu progresses. Parce que le problème, c'est quand tu n'as pas conscience de tes défauts ou de là où tu es mauvais, si tu veux, bah, tu vas pas essayer soit de trouver une solution en compensant par quelqu'un de meilleur que toi, soit en essayant de t'améliorer. Tu restes en fait fixé justement dans qui tu es actuellement. Et donc, le fait de savoir te permet de vouloir progresser. Donc ça, je dirais que c'est vraiment un trait de caractère énorme. Et moi aussi... Ouais, soi-même, de l'entreprise, de l'environnement, des collaborateurs, voir les choses telles qu'elles sont et pas se voiler la face. Ça, c'est essentiel, mais vraiment essentiel. Et je pense que c'est malheureusement pas si fréquent, et que beaucoup de gens ont peur. Et ça, je sais que tu es le spécialiste justement de savoir libérer les gens de leurs croyances limitantes, leurs peurs, etc. Mais c'est vrai que moi, je vois beaucoup de gens qui n'osent pas, si tu veux, prendre des décisions parce qu'en fait, ils le savent au fond d'eux, mais qui ne se l'avouent pas eux-mêmes, que ce soit d'ailleurs à titre personnel, professionnel. Et dans l'entrepreneuriat, le problème, c'est que ça, tu vas droit dans le mur quand ça arrive. Donc ça, je dirais que c'est le trait numéro 1. Et puis après... Moi, ce que je constate quand même, c'est y a une histoire de volonté ou d'énergie. Je ne peux pas te dire exactement, mais d'envie en fait. D'envie, c'est peut-être ça qui fait que les gens du coup sont résilients. Mais c'est qu'en fait, si jamais tu veux que ça marche, tu sais que tu vas te prendre des coups dans tous les sens. Mais il faut que tu aies envie que ça marche suffisamment et que tu aies quand même l'optimiste pour croire que ça marche suffisamment pour que tu acceptes de te prendre des coups, tu acceptes qu'il y a des moments où tu vas être pas bien, tu acceptes de bosser avec des gens parfois que tu n'aimes pas. Enfin, tu acceptes de faire des compromis, mais parce qu'en fait, tu vois au final, tu vois le bout du tunnel, tu le vois en permanence et tu veux y arriver quoi qu'il en coûte. Et ça, je pense que c'est assez important aussi. Ouais. Top, merci pour ça, Pauline. Et quand tu parles donc c'est un peu de ton pourquoi, ton objectif, c'est quoi qui t'a drivé au début? Est-ce que ça a changé, ce pourquoi? Est-ce que c'est juste de croître? Est-ce que c'est d'accomplir? Est-ce que c'est réaliser? Est-ce que c'est de se prouver quelque chose? Est-ce que c'est juste dire bordel, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent et voyager à travers le monde? Sincèrement, c'est quoi? Et souvent, il y a un mix de beaucoup de choses, pas vrai? Ouais, Ça peut être ouais, un bien drive sûr. financier et de la réalisation. Bref, ça peut être. C'est quoi réellement qui t'a drivé au début? Est-ce que ça a changé maintenant? Ça a complètement changé. Au début, c'était très clair. Au début, et c'est pour ça que tu parlais d'ego à juste titre, et moi j'avais de l'ego, sans m'en rendre compte, c'était la réalisation personnelle. Je voulais me prouver que j'en étais capable. Je ne suis pas quelqu'un de compétitif, mais par contre, je suis très compétitive avec moi-même et je me mets beaucoup de pression. Et moi, mes parents ont réussi, j'avais tu vois, des gens dans mon entourage qui avaient réussi, et en fait, je voulais me prouver que j'en étais capable. Et j'avais un peu mal vécu quand même le fait d'avoir fait 12 ans d'études qui servent à rien et de repartir de la table blanche, tu vois. Et je me suis dit, bah non, en fait, j'ai envie de prouver que j'en suis capable. Donc ça, c'était le point numéro 1, montrer que je suis capable de faire quelque chose toute seule, sans l'aide de personne. Ça, c'était un truc hyper important et fort pour moi. Et ça l'est toujours, sincèrement, et je suis fière quand même de ce que j'ai accompli avec mon mari.
Je te remercie, bah, toi aussi. Mais en fait, maintenant, c'est plus important parce que j'ai réalisé que ça, finalement, c'est dépendant du regard des autres et que au final, Je veux dire, se prouver soi-même, ça veut dire pas vraiment prouver soi-même, ça veut dire je veux prouver à moi-même, ça veut dire je veux prouver aux autres. C'est ça que ça en veut dire. fait, mais ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, tu sais. Ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Et du coup, maintenant, je pense être peut-être un petit peu plus sage. Je ne sais pas. Je suis pas encore au bout du chemin, mais un peu plus sage. Et la réalité, c'est que maintenant, je pense que ce qui me drive le plus, c'est d'avoir de l'impact sur des gens. Dans mon équipe, sur mes investisseurs, sur mes clients, avec mon podcast. Je pense là-dessus, je te rejoins, mais moi, ce qui vraiment, mais vraiment physiquement me fait un plaisir, genre j'ai une petite chaleur, si tu veux, dans la poitrine, c'est de me dire, bah là, en fait, j'ai un peu contribué à changer la vie de quelqu'un. Et c'est bête à dire, mais avec Gemio, on vend de la joaillerie et au final, on les accompagne. Et quand ils viennent nous voir et qu'ils nous disent, bah en fait, grâce à vous, j'ai trouvé le bijou. J'ai passé un tellement bon moment. Ça a été tellement agréable. J'ai trouvé le bijou qui va m'accompagner, que je vais porter toute ma vie. Ou un couple gay qui est mal reçu, si tu veux, chez une grande maison et qui, chez nous, au contraire, on va en faire 3 tonnes, si tu veux, pour qu'ils soient encore plus épanouis. Bah en fait, ça me fait vraiment plaisir. Et pareil avec le podcast, et c'est là où les deux se rejoignent, si tu veux, c'est l'impact que je peux avoir sur des gens, des clients, mes équipes, quand j'arrive à un peu créer quelque chose avec des gens, en fait, ça me touche beaucoup. C'est intéressant, tu sais, j'ai pu coacher ou apprendre de mentors, ou je sais pas, c'est intéressant ce que tous les chemins mènent à Rome, à moi ils vont me dire ce qui m'apporte du bonheur, et ce qui les amène aussi au succès, c'est le niveau de contribution, où d'un coup Ouais. il y a un but personnel, oui, il doit y avoir un but personnel, mais le plus grand but qui nous pousse de nous-mêmes, c'est d'un coup, je veux faire une marque, je veux faire une différence, je veux contribuer, tu sais ces termes différemment, moi je parle de raison d'être, c'est intéressant que tu valides ça. Et souvent, c'est vrai que la première fois que j'avais entendu ça, j'avais du mal à y croire, tu sais, quand j'étais plus jeune, je me disais, ouais, mais ça c'est tout qu'à l'américaine, Ouais. bullshit, et ouais, mais contribuer, les gens s'en foutent de tout le monde, ils se disent ça pour faire beau. Et réellement, quand tu vois encore et encore et encore, et c'est ce qui est sincère, et je pense que c'est ce qui fait vraiment à la fin le grand succès, c'est quand on est plus intéressé à aider les autres. C'est vraiment, on arrive à un certain niveau de succès, c'est bon, à un moment là, quoi. Tu gagnes ta vie, tu gagnes très bien ta vie, demain tu peux gagner 3 fois, 5 fois plus. C'est plus ça d'un coup ce qui nous remplit. Et ce qui me drive, c'est de dire j'ai des gens impactés, quoi. J'ai des vies impactées. Donc c'est magnifique Ouais. à entendre, Pauline. C'est comme quand, à la fin, tous les chemins mènent à Rome. Hein. Bah, écoute, après, tu vois, ce que tu dis me fait réfléchir, c'est-à-dire que j'ai conscience qu'aujourd'hui, mine de rien, je suis pas richissime, mais je gagne ma vie quand même de telle sorte que bah, j'habite là où je veux, j'ai l'appartement que je veux et tout. Donc en fait, la partie financière, elle est taken care of et je sens que je pourrais gagner plus et j'en serais ravie si tu veux, mais en fait, j'ai plus besoin de m'en soucier. C'est sûr que si jamais vraiment j'avais du mal, tu vois, à joindre les deux bouts, peut-être que la considération, je serais un peu en mode, t'es gentille ma fille, mais il n'y a pas que ça qui compte. Mais je pense que quand tu arrives à un niveau d'équilibre qui te convient et qui n'a pas besoin d'être Bill Gates, loin de là, là, la considération, elle devient importante. Et la réalité, c'est que la plupart des gens sont dans cette situation. Ils ne sont pas non plus morts de faim et donc ils peuvent se permettre d'aller sur la considération. Ah, c'est top. Considération, ce que tu l'appelles, j'aime beaucoup. Pauline, c'est top. Mon Dieu, c'est beau ce que tu dis. Et c'est tellement sincère. C'est rare, Tu me franchement. fais sortir le meilleur de moi-même, Max, Ah, non, écoute. mais t'es génial. Puis ça se voit vraiment que enfin, c'est rare d'avoir un niveau, là je te rends très honnête quand je dis ça, d'avoir un tel niveau de. On sent que tu es très honnête, tu es très sincère, tu ne sais pas de jouer un jeu, tu ne sais pas de faire donner une impression. Vraiment, chapeau bas Je crois pour que ça. ça Parce que marche pas très bien, ça, tu sais. ouais, mais bon, je crois qu'on a tous lutté là-dessus pour un moment et c'est rare. C'est rare parce qu'on a Hmm. tendance à vite mettre des masques devant nous pour donner l'impression, etc. Et je pense que c'est ça à la fin que les gens ressentent au niveau d'authenticité élevée, authenticité élevée. Donc justement, parle-moi un peu de ton podcast, que tu es quand même t'es une reine dans le monde du podcast. Je veux dire, tu cartonnes. Donc j'ai entendu les débuts. Apparemment, c'était. Bah, raconte-nous un petit peu les débuts. Je crois que c'était interviewé une blogueuse ou je sais pas trop quoi Ouais, qui c'est avait vrai. partagé. Ça avait explosé. Tu vois, je crois que tu as 300, proche de 400 000 views maintenant. Ouais. Ouais. Écoute, pardon, par mois. Tu as des top podcasts en business, etc. Pendant quelques semaines, j'étais dans le top 10, mais non, je ne suis plus autant. Mais je vais retravailler pour tenter de remonter Ouais, ça. mais toi, t'as beaucoup d'autres leviers aussi, tu vois. Mais disons que ouais, le podcast, moi, j'adore ça. Donc, je pense que c'est un truc qui me plaît. Donc, j'y ai investi beaucoup de temps hein, et d'énergie. Je l'ai fait parce que justement, j'étais dans une période un peu de moins bien. Celle-ci, je t'en ai pas parlé, mais en gros, encore un peu plus tard chez Gemio, bah, il y a eu un moment, ça faisait 7 ans que la boîte existait, ça tournait. Et je me suis dit, bon, bah, est-ce que je continue? Est-ce que je change? Enfin, tu vois, c'était un peu cette période-là.
Ouais, ça manquait de nouveautés. J'étais un peu rentrée dans une routine et je pense que c'était une période justement où j'ai eu besoin de sortir en fait de ce que je faisais. Et donc, j'ai commencé à écouter des podcasts. Je suis tombée sur plein de podcasts américains et en fait, je trouvais ça super et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, il n'y a pas de podcast en France qui est de ce niveau, tu vois. Parce qu'à l'époque, c'était quand même, il faut remettre en contexte, 2018, il y avait très peu de podcasts francophones, vraiment très très peu. Exactement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu dis que je suis la reine des podcasts et je te remercie, c'est très flatteur, mais c'est aussi qu'il n'y a pas de secret. J'ai été l'une des premières à le faire et qu'il y a toujours le Leader's Advantage et que j'ai eu ce Leader's Advantage parce que j'ai lancé le podcast. Il faut réussir à prendre le pli, tu Pour vois, et tout. l'habitude, Mais et tu racontes ta vie et tu racontes ce que tu as mangé hier. Bon, je pense pas que ça va être très intéressant. Il y a quand même il y a de la valeur quand même sur non, ça. non, il y a de la valeur. Je pense que le podcast a de la valeur, enfin c'est sûr. Et donc voilà. Donc je l'ai lancé en 2018 parce que j'allais moins bien, mais en fait je l'ai lancé comme je fais tout et je te disais au début, c'est-à-dire je l'ai lancé en me disant je le tente. Si ça me plaît, bah, tant mieux, je le ferai pendant des années. Si ça me plaît pas, je fais 3 épisodes. Ou si c'est nul, parce que tu vois, faut accepter aussi peut-être que j'étais pas douée. Si jamais ça fonctionne pas, bah en fait j'arrête. Et je me suis dit ça. Je l'ai lancé très très vite. J'ai commencé quand même effectivement malgré tout, j'avais fait 10 ans de marketing, hein, donc je savais un petit peu ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne. Et donc j'ai demandé à une de mes amies proches, qui est une très grosse blogueuse française, d'être la première personne sur l'épisode. Par ailleurs parce que je trouvais que ça serait intéressant, mais aussi parce qu'elle allait m'aider tout de suite si tu vas créer un momentum et vraiment en fait créer tout de suite de la note. Exactement, pour parler du podcast. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Le podcast, tout de suite, a été propulsé en premier d'Apple Podcast et resté en tête d'Apple Podcast, mais littéralement un mois quasiment. Et du coup, ensuite, une fois que tu as ça, si tu veux, comme ça te met très très haut tout de suite, tu as plein de personnes qui ne te connaissent pas, qui commencent à regarder le podcast parce que tu es en haut des classements. Et donc, bah, j'ai tout de suite sorti plusieurs épisodes assez rapprochés pour créer du contenu justement pour toutes ces personnes, ces nouvelles personnes qui me trouvaient. Et donc, tout de suite, le podcast a démarré assez fort. Après, je te dis ça, c'est marrant parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps les chiffres des premiers mois. Et en fait, le premier mois, j'avais fait peut-être 10 000 écoutes. Donc, c'est bien, mais c'est pas non plus, tu vois, colossal. À ce moment-là, par rapport aux autres, il y avait 300 écoutes, tu sortais Voilà. Je sortais du lot par rapport à la moyenne, mais disons que par rapport à mon audience actuelle, si tu veux, c'était rien. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai été extrêmement régulière. Je pense que j'ai été très exigeante sur mon choix d'invité. Et donc, j'ai fait des bons contenus régulièrement. Et donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais maintenant, effectivement, je suis pas loin des 400 000 écoutes. Et c'est juste parce que il n'y a pas eu, si tu veux, de montée en flèche, quoi. C'est très incrémental. C'est un peu triste, hein, d'ailleurs. T'aurais envie qu'il y ait une recette magique, mais en fait, non, c'est pas ça la vérité. C'est que tous les mois, c'est un peu mieux. Tous les mois, c'est un peu le mieux. succès, justement, là. Il y a quelqu'un qui démarre un podcast maintenant, alors qu'il n'a pas le first leader advantage. Qu'est-ce que toi, tu ferais à lancer un podcast? Dire, maintenant, tu dis, OK, qu'est-ce que je ferais par rapport à mon expérience, etc. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui lance son podcast pour vraiment l'amener en sachant que ça ne va pas arriver du premier coup? Il peut y avoir un démarrage. Mais après, dans les années qui donc il y a du boulot, etc. Donc, quels sont on va dire, les ingrédients de la recette magique, si on peut dire ça? Bah, écoute, à mon humble avis, je pense qu'il y a déjà 2 ingrédients qui sont clés, mais pour tout business en réalité. Le premier, c'est la qualité. Donc, je pense qu'il n'y a quand même pas de secret. Si vous voulez que ça marche, il faut que ça soit bien. Ça peut être bien parce que c'est très très drôle, ça peut être bien parce que c'est très très intelligent, ça peut être bien, peu importe, mais il faut que ça soit vraiment un super contenu. Ça, c'est la base de la base. Mais il faut quand même le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que juste ça peut marcher, tu vois, avec des trucs marketing. Non, si déjà le produit il n'est pas bien, ça ne marchera pas. Et d'autre part, je pense qu'il faut que ça soit différencié. Parce que malgré tout, si tu veux, ce qui va faire que ça va toucher un certain public, c'est que bah, ça va toucher justement quelqu'un qui ne se retrouve pas sur l'offre actuelle. Et donc, il faut vraiment réfléchir en fait à c'est quoi mon angle à moi. Qu'est-ce que je vais faire différemment? Tu vois, si quelqu'un aujourd'hui voulait lancer un podcast business, bah, il faudrait précisément qu'il fasse pas ce que je fais. Il faudrait qu'il trouve en fait un angle différent. Peut-être des épisodes plus courts, enfin, je sais pas, tu vois, mais il faut y réfléchir. Parce que sinon, si c'est juste faire différemment ce que quelqu'un d'autre fait, bon. Ouais, donc, vraiment se différencier. Et j'avais une question qui m'est venue. Bon, c'est pas grave. Mais OK, donc ça, c'est se différencier. Se différencier de la qualité. Bon, je peux peut-être te dire un troisième pour le podcast spécifiquement. Je crois quand même beaucoup à la régularité. Et souvent, dans le monde des réseaux sociaux, de façon générale, ou du podcast, de la création de contenu, la recette magique, c'est qualité et quantité. Faire de la qualité
quantitative. Si tu fais que de la quantité, ça marche pas. Si tu fais que de la qualité, ça marche pas. C'est réussir à trouver cet équilibre de qualité et quantité. Moi, je fais quand même 2 épisodes par semaine. Donc, un épisode d'interview et un épisode où je coach, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment du coaching parce que je suis pas coach, mais c'est, si tu veux, je vais aider quelqu'un qui a une problématique business et ça me prend 30 minutes à peu près avec cette personne. Mais ça, je le fais depuis 3 ans, toutes les semaines que Dieu fait. Et ça, en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un investissement personnel, moral, si tu veux, qui est énorme, en fait, de discipline. C'est intéressant. Ok, donc 30 minutes, une sorte de conseil, machin, et l'autre, c'est vraiment un interview. Et Ouais. c'est pour le boulot. Déjà, trouver les personnes interviewées, éditer, etc. C'est Bah le après, boulot. maintenant, j'ai une équipe parce que comme j'ai une boîte à côté, si tu veux, j'ai clairement pas le temps de m'y consacrer comme quelqu'un qui est, entre guillemets, que podcasteur fait. Moi, le podcast, j'y consacre 3-4 heures par semaine, pas plus. Et du coup, en fait, j'ai une équipe qui m'aide à caler les interviews, qui m'aide à trouver justement les personnes avec qui je vais interagir, etc., quoi. Qui fait la production, si tu veux. Et très, très bien. Et donc, bon, c'est la deuxième question qui me passe par ça va revenir. Attends, il y avait quelque chose qui m'est venu, podcast. Bon, ça va me revenir, mais c'est pas grave. Donc, s'il y avait une durée particulière, est-ce qu'il y a une durée que tu recommandes? Non, je te dis, moi je pense qu'en fait, il faut que ça ressemble à la personne qui fait l'interview. Moi, j'ai du coup 2 durées. J'ai la durée d'1 heure qui me correspond bien, bah, comme toi, tu vois, pour les interviews. Je trouve que 1 heure et demie, 2 heures, c'est trop long. Moi, sincèrement, j'ai pas le temps dans ma vie de faire des trucs de 2 heures, c'est pas possible. Donc, en fait, je fais des interviews plutôt d'1 heure et en fait, je trouve qu'1 heure, c'est un bon format. Et après, pour ce que j'appelle les leçons, donc c'est-à-dire que c'est là où moi je coach la personne, là, c'est plutôt 20-30 minutes et je pense que c'est suffisant. Et c'est les 2 formats qui me conviennent bien. Mais après, tu vois, il y a des podcasts qui cartonnent où c'est 5 minutes. Tu as des podcasts, alors, de 2 heures qui cartonnent. Il y en a aux États-Unis, en France, pas tant que ça. Mais ouais. Ah, c'est beau. Et bien justement, donc, voilà, la grande question que j'avais surtout, c'était dire pourquoi. Donc, tu as fait ce podcast, dans quel but et en quoi ça t'aide? Parce que c'est quand même l'énergie, de l'argent, etc. Donc, Ouais. c'est quoi la stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière? Est-ce que c'est juste ça m'intéresse, j'apprends de gens? Est-ce qu'il y a, c'est quand même, ça me fait connaître, ça fait développer mon personal branding pour Hmm. Gémio? C'est quoi la pensée derrière tout ça? Écoute, à la base, la pensée, c'est aussi simple que j'ai besoin d'air et j'ai besoin de faire autre chose que Gémeo parce que ma vie, je suis quand même mariée avec mon associé. Enfin, en fait, ma vie, c'était Gémeo, mais à 1000%, si tu veux. Donc, j'avais besoin d'autre chose. Et donc, le podcast, initialement, c'était ça. C'était faire des rencontres, c'était sortir de ma bulle. Et en me disant, bon, bah voilà, ça va durer le temps que ça va durer. Et puis, en fait, je sais pas si toi ça t'est arrivé aussi avec ton podcast ou avec tout ce que tu fais quand tu fais des rencontres, mais je me suis rendu compte de la richesse des rencontres, à quel point ça m'apportait, ça me faisait changer, ça m'apportait à la fois à titre personnel, mais aussi au niveau effectivement de la marque personnelle, du branding de Gémeo et tout. Et en fait, ce qui était initialement juste une envie perso, tu vois, de rencontrer des gens et d'apprendre sur moi-même, est devenu maintenant quelque chose d'encore plus puissant que ça, parce que si tu veux, ça m'apprend aussi à mieux gérer ma boîte, que ça fait honnêtement du chiffre d'affaires à Gémeo assez important, je pense, que c'est... Ouais, exactement. Enfin, si tu veux, comme c'est un podcast important, que du coup j'ai une présence importante sur les réseaux sociaux, bah, juste ça a fait de la notoriété gratuite, enfin entièrement gratuite à ma marque, tu vois. Et que par ailleurs, ça m'a permis de construire une marque personnelle que je pourrais réutiliser plus tard si besoin, tu vois, pour créer d'autres business. C'est quand même un asset, la marque personnelle, que tu gardes globalement toute ta vie. C'est quand même assez incroyable quand on y pense. Donc du coup en fait, c'est plein de choses qui sont mêlées maintenant, si tu veux. Génial. Et allez, j'ai deux dernières questions. La première, c'est quelle est la question qu'on te pose jamais ou très rarement et que tu aimerais qu'on te pose plus souvent? Oh là, question difficile. La question qu'on me pose jamais. Ou Euh, rarement. Ou jamais, tu te dis, mais pourquoi on ne me pose pas cette question? Parce que parfois, le nombre de fois qu'on m'a interviewé, je me dis, mais pourquoi il ne me pose pas cette question? Et c'est quoi pour toi? Je sais plus, ça va me revenir, mais c'était un petit peu. J'ai l'impression souvent parfois c'est de poser des questions qui n'étaient pas vraiment profondes. En tout cas, j'ai tenté de faire des questions ici les plus profondes et les plus concrètes possibles. Ouais, ouais, elle l'était, Mais je te remercie. dans une interview, je me suis dit, mais pourquoi on ne me pose pas cette question? Donc, ouais, c'est pour ça que je la pose. Et est-ce qu'il y en a une parfois, tu te dis, mais putain, on ne me pose jamais cette question. Bah, écoute, alors c'est un peu plus personnel, je t'avoue, mais je vais te le dire. En l'occurrence, on me pose assez peu de questions sur mon couple et sur l'importance de l'amour en fait dans ma vie. Et
Et en fait, si je suis tout à fait honnête avec toi, Max, tu as compris que je suis quelqu'un de très honnête. Mon mari, c'est vraiment l'homme de ma vie. Enfin, on s'est rencontrés quand on était très jeunes et on est ensemble depuis maintenant 16 ans quand même. Et en fait, si tu veux, c'est vrai que tous ces succès, tout ça, sont des choses qui me portent et j'en suis ravie, etc. Mais en fait, sincèrement, ça paraît complètement cucu de le dire, qui n'ont aucune importance pour moi par rapport à ma vie de couple. Et qu'en fait, il est très très clair pour moi dans mon équilibre personnel que mon couple est en fait bien plus important que ma vie professionnelle. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, pour moi, c'est un bon moyen, tu vois, de me ramener sur terre très souvent. C'est-à-dire que parfois, je peux partir un peu, tu vois, me dire, allez, on va lancer ça, on va faire ça. Et le fait, si tu veux, de savoir que non, j'ai quelque chose qui manque dans la vraie vie, quoi, et que ce pilier, c'est quelque chose de fondamental qui est en fait vraiment le plus important pour moi, fait que je pense que je prends des décisions peut-être un petit peu plus raisonnées, parce que d'ailleurs je les prends souvent avec mon mari, et donc je pense que la vie personnelle et la vie professionnelle, c'est évident ce que je veux dire, mais sont très liés et que il faut absolument pas négliger, si tu veux, l'équilibre personnel qu'on a pour être aussi épanoui professionnellement. Et je pense qu'une grande partie de mon succès professionnel est liée à mon épanouissement personnel. L'amour, c'est intéressant parce que j'ai L'amour. demandé à Catherine Barba et Jacques Seguela, que tu connais sûrement, c'est Ouais. pas à la fin leur grand secret, ils ont dit, bah, il y a une chose de tout, et c'est intéressant, ils ont dit, bah, c'est l'amour. Même réponse dans la même Ah, journée c'est drôle. d'interview, c'est quand même rigolo. Donc, si on parle d'amour, est-ce que Mais parce que finalement, tu vois, dans ces interviews business, on n'en parle pas, et puis c'est un peu pas gênant, mais tu parles pas de ta vie perso, tu vois. Et en fait, c'est dommage parce que c'est même plus de 50% de la vie. Enfin, je veux dire, c'est hyper important. t'as encore 2, 3 minutes Ouais, devant ouais, toi? ouais, bien sûr. Super. Donc, quand tu parles justement d'équilibre, parce que ça, c'est un des plus grands challenges en tant qu'entrepreneur. Je veux dire, vous n'avez pas encore d'enfants? Vous avez des enfants? Non. Ok. Nous, on a un enfant, deuxième qui vient pendant qu'on je parle. C'est le challenge. Alors, là, ça n'empêche pas, ma boîte a explosé. On n'a jamais autant grandi malgré tout ça. Donc, c'est intéressant parfois, mais avoir des enfants, ça nous pousse à devenir meilleur, Ouais. plus efficace, à déléguer mieux, etc. Mais comment tu fais, toi, pour gérer ça? Parce que c'est un gros challenge. Donc, gérer le business, gérer la vie. Tu dis que c'est en numéro un. C'est que c'est en numéro un. Pour beaucoup de gens, ils pensent numéro un, c'est que vous passez 8 heures par jour ensemble à faire le bateau sur, euh, Non. dans le lac. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et est-ce que vous avez des règles, des méthodes, des principes pour vraiment garder cet équilibre et plus que garder cet équilibre, de mettre ce couple en numéro un avant le business. Et bizarrement, plus on fait ça, le plus le business va bien, parce qu'on se sent bien. Moi, je crois fermement, quand on se sent superbement bien, on se sent aimé, on se sent apprécié, donc on a Mm. beaucoup moins peur, on a besoin de faire des conneries en business, quoi. On a besoin de se prouver quoi que ce soit. Ouais, Donc, c'est clair. Complètement d'accord avec toi. Écoute, je pense que nous, le paradoxe, c'est qu'on travaille dans la même boîte, mais qu'en fait, on se voit assez peu pendant la journée. On se voit un peu, mais pas tant que ça. Parce qu'en fait, justement, comme on s'est beaucoup réparti les rôles, si tu veux, on gère nos équipes l'un et l'autre. Et au final, on se croise. Mais voilà, et c'est plutôt pas plus mal, effectivement. Mais du coup, en fait, pour répondre à ta question, ce qu'on a fait pour maintenir cet équilibre, c'est déjà, on se l'est dit et même on l'a écrit. C'est-à-dire qu'on s'est un peu serré la main en mode, bah, en fait, on crée une boîte ensemble, mais t'es un peu obligé en plus quand tu bosses ensemble. Mais la boîte est moins importante que notre couple. Et le monde professionnel est moins important que notre couple. Donc, si tu veux, c'est écrit noir sur blanc. On a un contrat qu'on a signé tous les deux. Et voilà, donc c'est un peu lunaire, tu vas me dire. Mais en fait, c'était important pour nous de nous le dire et que ça soit sérieux, tu vois. et Moral, concrètement, exactement. comment est-ce que vous avez des organisations, des règles du style, OK, Il ah est oui, pas, le contrat n'est pas chez le notaire, hein, c'est un contrat entre nous, tu vois. Mais c'est bon, entre vous, mais c'est moral, bien sûr. Mais, ouais. est-ce que vous avez des règles du style, OK, tous les soirs, telle et telle heure, c'est pour nous? Est-ce que c'est on part en week-end une fois par mois? Est-ce que vous avez des sortes d'habitudes? Est-ce que vous structurez, vous organisez votre agenda par rapport à ça? Comment ça se passe? Non, alors du coup, donc il y a cette règle-là qui est fondamentale. Et après, il y a quelques règles. Donc il y a par exemple un dîner, un amoureux, on va dire. C'est pas forcément aux chandelles ou quoi que ce soit, mais au moins un moment qu'on passe ensemble une fois toutes les 2 semaines. Donc ça paraît pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Et quelques journées comme ça où c'est vraiment, on passe 100% du temps ensemble. Donc on a 2 jours dans l'année, si tu veux, qui sont des dates un peu fortes pour nous, où on sait qu'on passe 100% de notre temps ensemble et genre on n'a même pas le droit d'avoir des téléphones. 2 jours seulement dans l'année, mais au moins ces jours-là, on sait qu'on les a. Et puis après, je pense que c'est une habitude, c'est le fait tu vois, de juste savoir se dire les choses et en permanence communiquer. Et nous, c'est vrai que nos amis nous le disent beaucoup. Je pense qu'on est un couple, on parle pas pour se parler, pour se raconter notre vie, mais on se dit les choses. C'est-à-dire que ce que j'ai appris à faire dans le monde professionnel m'a aidé à le faire dans le monde perso. C'est-à-dire que quand je suis pas contente de quelque chose, bah, je le dis, lui pareil. Donc en fait, on travaille beaucoup sur notre couple, si tu veux. C'est pas, on est ensemble depuis 16 ans et on est très amoureux, mais c'est pas par hasard, c'est qu'en fait, on fait beaucoup d'efforts l'un et l'autre.
On va avoir une discussion il y a quoi, il y a 3 jours avec mon épouse, la tough discussion, mais qui est tellement importante. On sort de là, à chaque fois, c'est dur sur le coup. Il faut mettre son ego de côté, il faut y apprendre à écouter. Qu'est-ce que tu veux vraiment dire par là? Et après, se remettre en question en disant, putain, j'ai merdé, je vais améliorer ça, je vais régler le problème. Et je pense que c'est le secret des couples aussi à succès. C'est un mindset qu'on développe partout. C'est capable de se remettre en question en business, on peut se mettre en question dans son couple. Et donc, à la fin, la réussite, c'est quelques ingrédients. Donc, Pauline, un mot de la fin? Bah déjà, écoute Mike, je voulais te remercier déjà pour tous les contenus que tu crées, pour tout ce que tu fais. Je trouve ça vraiment hyper inspirant et je trouve ça bien qu'en France aussi, tu vois, on ait des personnes bah voilà, qui vont aider des gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc déjà, je voulais te remercier pour ça. Je te remercie pour ton temps aussi. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en vrai si tu passes à Paris, si je passe peut-être au Portugal, en Suisse. Enfin voilà, on a plein d'occasions, je suis sûre, de se rencontrer pour pouvoir continuer à échanger parce que je pense qu'au final, on a pas mal de points communs et surtout d'envie commune d'aider et de partager. Donc voilà, à continuer comme histoire. Merci Pauline et merci pour ces clés. C'est un super épisode de podcast. Donc merci encore Pauline, merci à toi. Merci, à bientôt. Abonnez-vous maintenant. Cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que la petite cloche pour recevoir gratuitement des vidéos qui vous permettront de développer votre confiance en vous, développer votre puissance personnelle et booster vos finances et vos relations. Cliquez sur le bouton s'abonner maintenant.